Salut les gars, je suis Anne-Laure Baratin et vous écoutez le podcast Genre de filles. Chaque semaine, je reçois une fille unique en son genre pour parler sans tabou de mission de vie, de galère, de déclic ou non, de féminin, de maternité ou pas, tout ça, tout ça. Par leur parcours, leur engagement et leur choix de vie, elles m'ont bluffé et j'ai à cœur de vous les faire découvrir. Je sais qu'elles vous inspireront. J'espère maintenant que leur parole vous permettra d'avancer, de choisir, de décider. Et maintenant, place à l'épisode du jour. Bonne écoute! Cet épisode a été rendu possible grâce à Baratin, etc. Baratin, etc., c'est l'agence de création édito qui donne de la voix aux femmes. Chères auditrices et auditeurs, vous pouvez maintenant laisser une note à Genre de Fille sur Spotify. Alors, s'il vous plaît, faites-le. Avec ma reconnaissance éternelle, cela aide énormément le podcast. Aujourd'hui, je reçois Imen Maharzi. Imen est la fondatrice d'Earn Your Cash, une plateforme éducative qui forme une nouvelle génération de business angels. L'objectif d'Earn Your Cash, c'est de fluidifier l'accès au capital de projets aujourd'hui mal financés car sous-estimés. Des projets fondés et cofondés par des femmes qui sortent de l'archétype du start-upper à la mode avec des projets à impact social et environnemental positif, mal financés et donc qui ne peuvent se développer à la mesure de leur réel potentiel. Imen est aussi à l'origine de l'initiative Elle Compte, qui met en avant des entrepreneurs à impact social et environnemental positif ou innovants dans leur domaine. Je lui laisse la parole. Bonjour Imen, je suis ravie de te recevoir au micro de Genre de Fille. Comment vas-tu? Bonjour Anne-Laure, merci de me recevoir. Alors, c'est ce que j'expliquais un peu dans l'introduction. J'ai parlé brièvement de On Your Cash. J'aimerais que tu nous expliques quel a été le déclic pour toi pour que tu crées On Your Cash. C'était une succession de circonstances qui est en fait à la fois anecdotique et à la fois assez représentative de ce que peuvent vivre pas mal de femmes qui lancent des projets. Ouais, Euh, à savoir qu'elle est anecdotique puisque c'était un croisement d'informations que j'ai vu passer au printemps 2018 sur les difficultés d'accès au financement des femmes entrepreneurs, où ouais, en fait, coup sur coup, en l'espace de 2 jours, j'ai vu passer 2 études qui mettaient des chiffres sur une réalité dont je n'étais pas au courant ni de l'ampleur, ni du caractère vraiment général. Et ces difficultés d'accès au financement des projets portés par des femmes, c'est quelque chose que je rencontrais régulièrement. Mais moi, je n'en faisais pas une généralité parce que quand tu es investisseur, on t'explique qu'il ne faut pas projeter sur le marché ton expérience personnelle ou tes goûts personnels. Hein. Donc, ce n'est pas parce que moi, j'adore les fraises que tout le marché aime les fraises. ouais. Ce n'est pas parce que moi, je voyais plein de femmes entrepreneurs qui avaient du mal à obtenir des financements ou bien qui avaient du mal à demander plus que 200 000 euros à l'époque. Je crois que c'est un peu moins le cas aujourd'hui. Il y a un tout petit peu moins de tabou là-dessus, encore que les choses avancent très doucement. Eh bien, ce n'est pas parce que je voyais ça que ça signifiait que 100% des femmes entrepreneurs sur le territoire français et au-delà subissaient la même chose, tu vois. Ouais. Donc, j'en faisais pas une généralité. Je me disais, oui, bon, bah, écoute, c'est les femmes que tu rencontres. Comme c'était des femmes qui venaient souvent à moi par réseau, je me disais, bah, en fait, c'est toi qui est un biais. Hein, c'est toi qui perturbe l'échantillon, puisque les personnes qui te les envoient savent que tu vas les chouchouter, tu vas les bichonner, tu vas les challenger, etc. Et donc, c'est celles qui ont besoin d'aide qui te sont envoyées. Donc, je n'en faisais pas cas plus que ça. Et en fait, ces 2 fameuses études coup sur coup montré que mon expérience personnelle, en fait, non, était pas représentative, en fait, du marché français, puisque celles que je soutenais ou que j'ai aidé à trouver des financements, finalement, elles s'en sortaient beaucoup mieux que l'immense majorité des femmes entrepreneurs en France et par-delà également, dans le monde. Donc finalement, je me suis dit: «Waouh, qu'est-ce que c'est que ça?» Et en fait, en marchant un jour dans la rue, quelques jours après avoir lu ces études, je me suis dit: «Mais et au vu de ton expérience, au vu de ton expérience associative pour la place des femmes dans l'économie, au vu de ton expérience d'investisseur, d'entrepreneur, moi-même qui ai cherché des financements pour moi ou pour des femmes entrepreneurs, euh, if not you, who? C'est ce que je me suis dit. D'accord. Donc voilà. Les banques prêtent autant aux femmes entrepreneurs qu'aux hommes entrepreneurs? Ce qui en ressort, c'est que en fait, le taux de rejet
des dossiers présentés par des femmes et le double Ah oui, quand même. euh, le double des dossiers présentés par les hommes. Ça, c'est une première information. Mais en fait, dès lors que je te dis ça, bah, tu pourrais me dire, oui, d'accord, mais attends, tu me dis dossier rejeté, mais donc ça veut dire qu'elles ont déposé des dossiers. Et donc, déjà, pour pouvoir déposer un dossier, ça suppose que ton conseiller ou ta conseillère bancaire ait suffisamment confiance dans sa capacité à porter le dossier auprès de sa direction pour pouvoir eh bien, accepter que tu déposes ton dossier. Donc, en fait, tu vois, cette statistique sur le taux de dossiers rejetés ou financés, bah, elle est biaisée à la base, puisque en fait, il y a tout un tas de dossiers qui ne sont même pas acceptés, c'est-à-dire qu'on ne les fait même pas entrer dans le système de décompte. Ouais. Par ailleurs, il y a beaucoup trop de femmes à qui on explique que bah, leur projet, finalement, il est beaucoup trop ci ou pas assez ça, et donc qui vont se retrouver à demander des financements bancaires plus faibles en montant. Soit elles n'ont pas assez de fonds propres, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas assez d'argent à disposition pour pouvoir mettre ça au capital de leur entreprise. Sans entrer dans des considérations techniques qui peuvent ennuyer tout le monde, je pense que c'est quand même important d'être conscient du fait que c'est pas qu'on prête qu'aux riches, mais qu'en fait, on ne te prête pas d'argent quand tu es une banque, on ne te prête pas d'argent si tu n'as pas d'argent. Ouais. Sorry, hein, mais Non, c'est non, comme ça. non, non. Voilà, donc pardon d'être un peu direct, mais c'est un peu comme ça. Donc, parce que, bah, évidemment, si ton entreprise, la banque, en faisant son analyse, elle considère que même si le projet est intéressant, mais en fait, il n'y a pas d'argent mis sur la table, soit à titre personnel, soit avec des subventions, soit avec bah, justement des investisseurs. Et donc, c'est là que viennent les investisseurs, mais seulement à ce moment-là. Soit, je ne sais pas, du crowdfunding, enfin, que sais-je, donc tout un tas d'autres modalités de financement. S'il n'y a pas assez de financement interne lié à la porteuse de projet ou à l'entrepreneur, eh bien, ils vont dire oui, mais nous, en fait, on a des ratios et donc vous comprenez, on ne peut pas vous prêter plus que X% des fonds propres. OK ? Ouais. Et donc, tu vois, comme justement l'accès au financement en fonds propres, pour le coup, il n'est pas évident parce que, bah, à titre personnel, et c'est pour ça qu'au New York, je parle des deux, c'est pour ça que je parle à la fois du financement et de l'accès au financement pour les projets entrepreneuriaux, mais aussi de la façon dont les femmes se saisissent de leur patrimoine et qu'elles apprennent à faire leur choix en connaissance de cause pour pleinement avoir les moyens d'exercer leurs ambitions ou de mener les projets qui les intéressent, perso ou pro, c'est que en fait, l'immense majorité des femmes et des hommes entrepreneurs se financent sur leurs fonds propres, mais si toi, perso, tu n'as pas beaucoup mis d'argent de côté ou alors que tu considères que lancer ta boîte, ça va mettre ta famille en danger, tu vas lancer une plus petite boîte qui va avoir besoin de moins de capitaux, okay, sur laquelle ce sera plutôt du service parce qu'il y a besoin de moins d'investissement. Tu vois, et donc, tout de suite, tu pourras commencer à faire du chiffre d'affaires parce qu'il n'y aura pas besoin d'acheter des machines ou d'embaucher beaucoup de gens, etc. Quand tu as des activités qui sont très gourmandes en main-d'œuvre, et ben, c'est des types d'activités qui ne sont pas hyper finançables, en tout cas facilement quand tu n'as pas de fonds propres. Tout ça pour dire que long développement, pour dire que si les femmes n'ont pas ce socle minimum à titre personnel pour pouvoir mener les projets qui les intéressent et qu'elles ont envie de mener, en fait, si tu veux, c'est comme une réaction en chaîne. C'est-à-dire que si elles n'ont pas cette mise de départ à titre personnel, eh bien, elles ne pourront pas déclencher les subventions parce qu'en fait, c'est souvent en fonction du niveau de fonds propres que tu as. Elles ne pourront pas déclencher ensuite les financements bancaires parce que c'est souvent en fonction des fonds propres qui eux-mêmes sont alimentés pour partie par les subventions, etc., etc. Et elles ne pourront pas rassurer des clients qui sont peut-être un peu plus gros parce qu'elles ne pourront pas mettre un joli montant en capital important et qu'elles ne pourront pas, si tu veux, montrer des moyens très significatifs. C'est comme si ça condamnait un peu, si tu veux, les femmes à faire des petits projets. Ouais. À rêver moins grand, en fait. C'est même pas à rêver, parce qu'elles peuvent rêver grand, mais à faire petit. Et c'est très frustrant. Moi, je pense pas que, évidemment, l'entrepreneuriat soit l'alpha et l'oméga de tout, hein. Pas du tout. Moi, à titre personnel, je pense pas du tout que tout le monde soit fait pour être entrepreneur. C'est quand même une drôle de vie qui ne convient pas à tout le monde, qui convient pas à tout le monde pour toute la vie d'ailleurs, parce qu'on peut à certains moments de sa vie vouloir accepter disons, un niveau d'aléa supérieur et puis à d'autres moments moins.
qu'être entrepreneur, ce n'est pas monocolore, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui le font en ayant ceinture, bretelle et en étant très, très, très au clair sur le financement qu'elles vont avoir et les partenaires qu'elles vont avoir. Et donc, vraiment, les choses sont très, très blindées. Et d'autres qui partent juste avec une idée et puis vaille que vaille. Et ça, je trouve que ISO idée, ISO compétences, ISO tout ce que tu veux, ISO moyen, bah, le regard porté, et je réponds enfin à ta question du départ, Ouais. le regard porté par les investisseurs qui sont ceux et celles qui prennent en fait le plus de risques aux côtés des fondateurs ou des fondatrices d'entreprises pour pouvoir les financer pour initier leur projet, eh bien, le regard qui est porté par la prise de risque prise par les femmes n'est malheureusement pas le même. Et il est plutôt défavorable, encore trop. Et voilà. Donc, c'est aussi pour ça d'ailleurs que régulièrement, je parle de crowdfunding. Moi, je pense que le crowdfunding, c'est un... Il y a plein de femmes qui l'utilisent comme façon de faire du marketing, c'est-à-dire de faire parler de leur projet. Ouais. Mais d'autres l'utilisent de manière tout à fait... d'autres l'utilisent pour financer les premiers 10 000, 20 000, 50 000 euros pour lancer leur projet, non pas en don ni en capital, mais parfois en prévente. Et pour moi, en fait, je trouve que c'est très malin parce que ça permet à la fois d'être tout de suite aux prises avec une réalité claire, hein, ce qui est que, notamment quand tu fais du B2C, donc quand tes clients sont des particuliers, tes clienteux sont des particuliers, le juge de paix, c'est ton chiffre d'affaires. C'est ça le juge de paix à la fin des fins. Ce n'est pas le montant que tu as levé, ce n'est pas combien tu as prêté ta banque. Ce qui compte, c'est est-ce qu'il y a des clients et des clientes qui achètent les trucs que tu vends. Et donc, si en plus, ils sont suffisamment convaincus, intéressés, ils ont ce besoin, c'est incroyable, c'est ton truc, c'est incroyable, c'est trop de la balle, c'est génial, et qu'ils se disent, attends, c'est tellement génial que moi, je suis prêt ou prête à attendre 1 mois, 3 mois, 6 mois pour avoir mon produit ou mon service et que je suis prêt à lui faire confiance parce que ça a l'air énorme, son truc. Mais ça, c'est un énorme signal de réassurance avec lequel des entrepreneurs vont ensuite pouvoir aller convaincre soit des investisseurs si elles souhaitent ouvrir leur capital, soit d'autres financeurs, que ce soit des subventions publiques ou bien des banques. Ça crée une dynamique de confiance et qui permet d'objectiver cette supposée prise de risque, tu vois, qui serait de dire, mais mademoiselle ou madame, vous vous rendez pas compte, c'est trop ambitieux votre truc. Oui, d'accord, mais regarde, j'ai déjà vendu 100 000 euros en pré-vente. Donc, c'est qu'il y a un marché. Donc, eux sont là pour évaluer si oui ou non, ils vont être remboursés. Et donc, tu vois que, en fait, ce n'est pas juste sur une idée. Il y a des vrais gens qui ont mis de vrai argent. Donc, c'est une façon, si tu veux, de rééquilibrer les chances en faveur de ces entrepreneurs qui font, voilà, qui rêvent bien sûr, mais qui font. Et c'est marrant que tu dis ça parce qu'en plus, maintenant, en y repensant, moi, les projets Ulule ou KissKissBankBank que j'ai vu passer, en fait, c'est souvent des projets portés par des femmes. Ah, mais clair. Ouais. Clair. Et en fait, ça compense, si tu veux, plein de choses. Ça compense le déficit de réseau c'est un sujet dont je parle régulièrement avec Onur Cash, hein, qui est que le réseau, c'est un accélérateur d'opportunités, que ce n'est pas au moment où tu en as besoin qu'il faut commencer à développer ton réseau, etc. Bon, bref. Ouais. Néanmoins, tu peux connaître plein de gens. Tu peux connaître plein de gens pour aller faire la fête, plein de gens pour partir en vacances, plein de gens pour tout ça. Mais plein de gens pour mettre de l'argent, c'est une autre histoire. Et là-dessus, les femmes, en fait, en tout cas un certain nombre d'entre elles, compensent cela en prenant la route du crowdfunding, donc du financement participatif, avec cette perspective que finalement, en ayant un super projet bien ficelé, voire un début d'entreprise ou un début d'association, en fonction de la forme juridique qu'elles le souhaitent, elles permettent à nouveau de compenser la faiblesse de leur capital social, hein, c'est-à-dire les personnes qui autour d'elles vont pouvoir leur fournir soit la bonne relation pour trouver le bon financement, soit elles-mêmes directement mettre de l'argent, et finalement que ce soit la foule, c'est-à-dire d'autres particuliers qui les soutiennent. Et je trouve que c'est super intéressant parce que ce n'est pas du don. Tu n'ouvres pas ton capital. Donc, il y a plein de femmes qui veulent pas ouvrir leur capital, qui disent « moi, c'est mon truc, je veux le faire toute seule, je veux être indépendante, je veux faire mes choix, j'ai composé pendant des années avec X ou Y, maintenant, moi, je veux décider. » Tu vois, il y a cette notion de
de faire ses choix de manière totalement indépendante. Et donc, faire ça et en même temps ouvrir son capital, c'est pas évident pour tout le monde et il y a pas de problème. Et l'ITA, j'en avais déjà entendu parler. Ça n'a pas Mmh. été monté par Eva Sadoun, non, c'est pas ça? Oui, c'est ça, oui. Ah oui, Mmh. d'accord. Et on a beaucoup parlé des conséquences de la crise sanitaire sur la vie pro des femmes. Mmh. Toi, en tant qu'expert sur les domaines de l'argent, de l'entrepreneuriat, qu'est-ce que tu as pu constater? J'avais relancé une deuxième édition de Elle compte, donc à l'été 2020, précisément pour donner un coup de pouce et un coup de projecteur sur une vingtaine, d'entrepreneurs pour, les aider à, sortir de cette spirale je ne sais pas comment la qualifier, mais un peu c'était plus que mollassonne, mais un peu, anesthésiante du 1er confinement et aussi un peu déstabilisante pour certaines puisque, certaines avaient vu leur entreprise littéralement, exploser, c'est-à-dire, connaître une très, très, très forte croissance, mais qui, parce qu'elle avait connu une très forte croissance, nécessite des financements, notamment pour, recruter, investir et cetera et que donc, gérer une croissance forte, c'est pas une sinécure, c'est pas quelque chose qu'on fait facilement. Tu vois? Après le deuxième confinement, début 2021 et puis maintenant aujourd'hui, je trouve que le climat s'est encore, modifié dans le sens où, je crois qu'il y a une prise de conscience générale sur, le fait que, le télétravail, est retombé, massivement en termes de conséquences, sur, les femmes et notamment, celles qui avaient des enfants en bas âge, pas que en bas âge, mais enfin notamment celles qui avaient des enfants en bas âge et que, beaucoup d'entre elles, lorsqu'elles étaient entrepreneurs, avaient dû, mettre, un peu de côté leur projet entrepreneurial. Et pour celles qui avaient déjà, des salariés, donc qui étaient déjà à la tête de start-up ou de TPE, donc qui avaient déjà, si tu veux, un cycle de croissance et développement, conséquent, certaines se battaient littéralement comme des lionnes pour garder la tête hors de l'eau lorsque, l'activité était plus trop là ou alors, qui gardaient pour garder la tête hors de l'eau et absorber la croissance. Je connais aucune femme, pour qui ça s'est passé tranquillement, en fait. Ça, c'est une 2e remarque. La troisième, c'est que même pour celles qui n'ont pas d'enfants, et j'en fais partie, c'était très, je trouve que c'est une période qui est elle est pas finie et qui est très compliquée parce que, soit, tu t'occupes de, ta famille, de tes proches, d'une manière ou d'une autre. Donc, si tu veux, il y a un poids moral, de ce fameux care, de ce soin apporté aux autres, qui retombe quand même beaucoup sur les femmes, soit par leur choix propre, soit parce qu'en fait, on attend ça d'elles. Et aussi parce que ce climat est, il est très, comment dire? Il est très pesant et avec, beaucoup d'incertitudes et tu vois, il y a beaucoup de femmes qui, à l'issue du premier confinement ou pendant le premier confinement, ont eu des idées, se sont dit: «Bon, je vais quitter ce job qui veut rien dire et puis, je vais me lancer, je vais retrouver du sens, je vais commencer, une nouvelle vie» et cetera et cetera. Et je sais pas dans quelle mesure, si tu veux, aujourd'hui, comment elles se sentent aujourd'hui après 1 an et demi, parce que ça fait 1 an et demi après le premier confinement. Je ne sais pas aujourd'hui comment elles se sentent, dans ce marathon entrepreneurial slash changement de vie, alors même que, on a encore une vague, dans la tête, quoi, hein. Donc, Ouais. c'est pas du tout évident. Je sais pas, les corps commencent à lâcher un peu, je sais pas. Non, mais C'est si, c'est exactement ce que tu dis. En plus, là, avec le début d'année 2022, je pense que là, ça s'accentue vraiment. J'ai jamais autant entendu les gens dire ras-le-bol, 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 en fait. Je pense qu'il y a un mmh, truc. mmh. Maintenant, une question qui est assez différente, mais je voulais avoir ton avis. Pourquoi il n'y a pas plus de femmes business angels, selon toi? On a une tendance en France, quand même beaucoup, on passe du temps à chercher les causes, et tout et on arrive souvent à la conclusion que tout commence par l'éducation. Et donc souvent la conclusion de ce genre de grand débat, c'est, il faut prendre ça à la racine et donc aller parler aux petites filles à 5 ans. Qui signifie quand même que, passer beaucoup de temps sur les causes ne résout malheureusement pas totalement le sujet. Mais en tout cas, sur les femmes business angels, alors 2 choses. La première, c'est que ça fait un petit moment que j'ai pas vu de décompte précis, sur, la démographie des business angels, puisque notamment avec la crise sanitaire, il y a eu tout un tas de, tu vois, de baromètres et cetera qui ont été un peu,
reportés, etc. Mhm. Les derniers chiffres que j'avais vus passer, qui remontent à 2019 de mémoire, étaient d'environ 10% de femmes business angel parmi les 5000 business angels référencés actifs en France. Donc, un business angel, quand même, pour dire ce que c'est, hein, c'est une personne, un homme ou une femme qui investit son argent personnel, qui a une activité professionnelle par ailleurs. Donc, ça n'est pas un investisseur professionnel, ce n'est pas quelqu'un dont c'est le métier et qui est payé par quelqu'un d'autre pour placer son argent. Hein. C'est quelqu'un qui a un job à côté ou qui a des rentes, ou bref, en tout cas qui a une autre activité et qui, pendant son temps libre, investit de l'argent, mais aussi du temps, dans des projets entrepreneuriaux donc risqués et en contrepartie d'un pourcentage de propriété dans l'entreprise avec l'espoir que, comme je disais tout à l'heure, soit l'entreprise lui verserait lorsqu'elle sera grande et qu'elle sera très successful et super des dividendes, donc une rémunération annuelle sur un pourcentage de ses profits, ou bien lui permettrait de toucher une plus-value à la sortie lorsque cette entreprise soit serait rachetée par son équipe fondatrice ou son management, soit serait rachetée par une entreprise X ou bien un fonds d'investissement, que sais-je. OK ? Donc, Ouais. c'est ça un business angel. Très bien. Donc, ce n'est pas un investisseur passif comme quand on investit en bourse, tu vois. Où même si tu as un petit pourcentage, en fait, tu ne parles jamais au PDG de L'Oréal, toi, Anne-Laure, même si tu as 2 actions de chez L'Oréal. Ce n'est pas du tout le même type d'interaction. Il n'y a pas tant de femmes que ça. Je dirais 2 choses là-dessus. La première, c'est que j'ai l'impression que les femmes se mettent moins en avant, c'est-à-dire qu'elles sont moins vocales sur le fait de pratiquer cette activité. Parce que ça reste encore quand même un peu, honteux pour des femmes de dire qu'elles ont de l'argent, elles sont capables non seulement de l'investir, mais donc de l'investir avec la potentialité de tout perdre, hein, potentiellement. C'est quand même ça aussi le risque quand on investit en tant que business angel. Et de se mettre en avant. Donc ça, il y a un truc qui n'est pas hyper réglé encore. La deuxième chose, c'est que le rapport au risque dans notre société, entre hommes et entre femmes, n'est pas le même. Donc, tu vois, c'est pas un truc qui est perçu si positivement que ça pour les femmes que de prendre du risque. Donc, tu vois, dans mon entourage professionnel, moi, j'ai passé une vingtaine d'années dans l'univers, alors très, très large, la finance, le conseil, etc. C'est ça ce que font les gens autour de moi, beaucoup. Beaucoup de mes camarades femmes qui sont à la tête de très belles organisations ou dans des jobs vraiment très, très, très haut placés dans le conseil, dans la finance, des cabinets d'avocats, etc., ne sont pas business angels et ne l'envisagent même pas. En revanche, tu vois, elles vont investir dans l'immobilier, elles vont investir dans de l'art, elles vont, alors ça peut être tout à fait risqué là, hein, Ouais. elles vont investir bien sûr en bourse. Pour certaines, elles vont investir un peu en crypto, alors que ça aussi, c'est hyper risqué pour le coup, mais bon. Ouais. Mais investir dans des startups ou dans des TPE, c'est vraiment très, très, très anecdotique. Et la question suivante, tu vois, immédiatement après avoir dit « Oula, mais ça, c'est hyper risqué », c'est « Oui, mais comment je vais trouver des dossiers ?» Donc tout de suite, visiblement, il y a un truc énorme qui consisterait à dire que mais moi, je ne serais pas capable d'aller en chercher. Et puis ensuite, c'est mais moi, je ne sais pas comment est-ce que je vais choisir après, tu Ouais. vois? Et ça, je t'avoue que j'ai évidemment beaucoup d'hommes également dans mon entourage professionnel, parce que encore une fois, la finance, le conseil, etc., c'est des métiers qui sont très masculins encore en France. Et j'ai jamais eu aucun homme qui m'a dit ça. Jamais aucun homme ne m'a dit: «Mais comment tu trouves des dossiers?» Parce qu'en fait, c'est plutôt, OK, et donc comment il faut faire? Supposons la personne n'en a jamais fait. Tu as des assos business angel, tu as des associations de business angel, tu peux t'en rapprocher ou alors, tu peux utiliser le crowdfunding, ce que je trouve, pour ma part, une façon très intéressante de le faire, pour identifier des projets très en amont qui sont donc encore jeunes, pour commencer à les suivre très tôt. Ouais. Et puis, disons, faire passer le mot auprès d'entrepreneurs que tu peux avoir dans ton réseau pour commencer à faire passer le message que oui, tu es disposé à commencer à mettre un peu d'argent dans des projets. Et voilà, en fait, entre guillemets, c'est pas plus compliqué que ça, que de faire connaître l'information et faire passer le mot. Et tu vois, franchement, aucun d'entre eux ne m'a jamais dit: «Ah bon, mais ensuite, comment on fait? Ouh là là, ça a l'air hyper compliqué».
Oui, tu vois quand même la différence entre, Ouais. ouais. Et c'est plus, et c'est aussi parce que, tu vois, il y a quand même des initiatives. Alors bien sûr, si tu veux, ça va bientôt faire 3 ans que j'ai lancé On Your Cash. Je parle abondamment de cette activité de Business Angel à longueur de journée. Business Angel à impact plutôt, hein, dans mon Mmh. cas, comme je le disais, puisque moi, je pense que investir dans une boîte pour faire le énième outil de marketing qui va faire du tracking de je ne sais quoi, je pense que ce n'est pas forcément ce dont on a besoin collectivement, si je peux me permettre. Je pense qu'on a une urgence quand même sociale et environnementale telle que le moindre euro, à mon avis, devrait aller prioritairement sur des projets qui visent à résoudre des problèmes sociaux, environnementaux urgents et pressants. Je pense que c'est essentiel. Enfin bon, parenthèse refermée. C'est la raison pour laquelle j'en parle depuis maintenant un peu plus de 3 ans. C'est que je sais qu'il y a des personnes, et notamment des femmes, qui sont dans mes réseaux éloignés et qui ne suivront jamais les formations, qui ne participeront jamais aux webinaires, qui ne feront pas ça. Mais en revanche, qui peut-être entendront parler de l'idée et qui se diront pourquoi pas, tu vois? Ouais. Pourquoi pas? Et comme elles sont parfaitement capables de gérer des comptes de résultats dans leurs organisations, de mener des dossiers en tant qu'avocate, d'être DRH, enfin de faire des choses très, très compliquées et tout à fait brillantes, bah, elles sont parfaitement capables d'investir comme business angel, tu vois? Il n'y a pas Ouais. de problème. Du coup, maintenant, on peut passer à la question que tu avais anticipée. Tu donnerais quoi, toi, comme conseil, à une femme, qui veut investir, quel conseil tu donnerais comme ça, rapidement? Investir, c'est mettre de l'argent au travail pour qu'il rapporte quelque chose. C'est ça, investir. Ouais, complètement. Donc, l'argent a une rémunération. L'argent, les placements que tu fais, ils ont une rémunération parce qu'ils viennent compenser un risque. C'est ça, entre guillemets, le fruit qui t'est donné en contrepartie du fait de placer ton argent. Ouais. Donc si on ne rappelle pas cette évidence, ça paraît bête à dire, hein, mais si on ne rappelle pas cette évidence, il y a un premier écueil, et c'est un de mes premiers conseils, c'est qu'on peut peut-être imaginer à tort qu'on peut investir son argent dans des projets avec un taux de rendement qui serait très élevé, sans risque. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ou alors, c'est une arnaque. Ouais. Et tu vois, chez On Your Cash, il y a un truc hyper important, c'est que, et d'ailleurs, l'un des webinaires gratuits qui est dispo dans la bio, hein, sur le compte Instagram, c'est de donner ces quelques principes fondamentaux, qui ne sont pas des conseils, mais qui sont un peu les bases de grammaire, si tu veux, pour pouvoir ensuite décider ce que tu veux faire. Deuxième paramètre, une fois que tu as compris que en fait, le risque vient rémunérer, que le rendement vient rémunérer ton risque et que donc tu ne peux pas t'attendre à un déplacement de 10% par an alors que l'économie croît péniblement de 1 à 2% par an, si tu n'as pas de risque en face. Ça n'existe pas. Deuxième point, c'est que tu ne vas pas commencer à placer toutes tes économies dans un truc hyper risqué type crypto ou type, je sais pas, ETF, supposons, si tu es une mère célibataire ou récemment divorcée et que tu as tout un tas d'engagements et notamment tu dois payer ton loyer ou tes Ouais. remboursements d'emprunt. Donc tu dois avoir quand même un socle minimum, un matelas de sécurité si tu veux, pour faire face à ton minimum d'engagement mensuel, trimestriel et annuel, pour pas, si tu veux, tout perdre. Et ça, pareil, investir quand on a 3 ans de cash de côté, c'est-à-dire que si tu n'as plus aucun revenu, que tout s'arrête, que voilà, il n'y a plus rien, et que pendant 3 ans ou 1 an ou 6 mois, tu continues à payer tout ce que tu dois payer et ne pas avoir des nœuds au cerveau, bah, tu vois bien que ton rapport au risque n'est pas le même. Ouais, complètement. Voilà, donc ça, c'est le deuxième principe, c'est que, en fait, c'est de savoir où tu en es dans ta vie. Et si tu n'as pas ce matelas de sécurité, qui en plus est hyper personnel. Il y a des personnes, elles considèrent que 3 mois, ça leur suffit. 3 mois de visibilité, ça leur suffit. Il y a des personnes, c'est 3 ans. Et ça, c'est toi, ton histoire perso, etc. Et donc, tu vois, toutes les femmes qui disent oui, alors moi, je veux résoudre mon rapport à l'argent, je veux me détacher de ci, de ça. Mais attends, c'est prendre l'Everest par la face nord, ça. Ouais. C'est comme mon histoire de tout commence à l'éducation et donc il faut revenir à quand tu avais 5 ans. Mais tu peux pas.
Donc, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, ici et maintenant? Tu es hyper stressé par rapport à l'argent? Bah, c'est pas grave. C'est pas grave. Fais avec ce niveau de stress-là. C'est pas grave. Donc, si tu as besoin d'avoir 3 ans de côté pour pouvoir commencer à mettre, à placer de l'argent de manière un peu plus risquée, eh ben, mets 3 ans d'argent de côté. C'est pas grave, mais fais-le en revanche. Fais-le. Pour de vrai, tu vois? D'accord. Et ne passe pas, des mois et des mois à t'auto-flageller en disant: «Oh là là, je suis beaucoup trop prudente, il faut vraiment que je me détende, il faut vraiment que je lâche prise et je sais pas quoi» et au final, tu le fais pas. Ouais. Et le troisième point important, c'est qu'en lien avec, les questions d'environnement et de social dont je parlais tout à l'heure, c'est que je vois pas comment, si tu veux, d'un point de vue strictement logique, je vois pas comment on peut se dire que, ces placements et donc, que ce soit auprès de son banquier ou de son conseil, de son assureur, parce qu'en fait, tu peux, t'adresser à différents types d'interlocuteurs, hein, pour faire tes choix. Tu peux aller voir ton banquier ou ta banquière, tu peux aller voir, ton courtier en assurance qui peut te proposer des produits. Parce que placer de l'argent, c'est aussi, se prémunir contre les risques pour demain et donc, les risques pour demain, ça peut être aussi des assurances. C'est pas que de l'argent mis de côté, tu vois? Et tu peux avoir des assurances qui peuvent être bien positionnées pour toi et pour ta famille, en fonction de tes priorités à toi. Si tu te dis: «Oh là là, qu'est-ce qui va se passer pour mes enfants si je décède et que je suis, encore une fois le cas, mère célibataire ou toute jeune mère célibataire», bah, soit effectivement tu mets de l'argent de côté, soit tu prends une assurance pour ça. Mmh. OK? Et donc, tu vois bien que si tu n'as jamais considéré la perspective de prendre une assurance, le stress qui est mis sur tes épaules et que tu te mets sur tes épaules par défaut d'information, parce que tu ne sais pas que tu peux mettre en place des prévoyances bien ficelées, pour ta famille, et donc tu te retrouves à, te serrer la ceinture pour mettre, 3 francs 6 sous de côté en espérant pouvoir les léguer à tes enfants si un jour, quelque chose, se passe mal pour toi. Tu vois bien que en fait, ça suppose vraiment d'aller chercher l'info, de poser des questions aux personnes, les professionnels dont c'est le métier et de se positionner comme une cliente. Ils vous font pas de faveur. Vous êtes leur cliente. Ouais, ouais, complètement. Vraiment. Donc c'est pas parce que ton banquier ou ta banquière aujourd'hui ne répond pas à tes questions que tu es débile ou que c'est toi qui comprends pas. Non, c'est à eux d'être clairs. Et sinon, bah, tu en changes, tu vas en voir d'autres, tu les mets en concurrence et tu vois ce qui se passe. Et donc, quand même, pour finir sur le troisième grand principe, c'est que tout cet argent que tu mets de côté ou que tu investis dans différents produits financiers en fonction de ton appétit au risque, du temps, etc., de tes projets pour demain, pour après-demain, euh, euh, il est là, bah, pour te protéger ou te donner des ailes à toi et ta famille et tes proches et ce qui compte pour toi. Mais si c'est au détriment, si tu veux, de notre équilibre environnemental, général, c'est quand même compliqué. Et donc, c'est la raison pour laquelle vraiment j'insiste à chaque fois sur, tout ce qui est, le fait de regarder, l'empreinte carbone et plus largement, l'empreinte, en termes de responsabilité des produits financiers que vous choisissez. Donc, pour ça, il y a une application qui s'appelle Rift, R-I-F-T, Ouais. qui est gratuite et qui permet, bah, de scanner, et de regarder comment se positionnent, les produits, de placement ou les produits d'assurance vie et cetera, que vos futurs conseillers d'épargne, conseillers en gestion de patrimoine peuvent vous proposer. Parce que si tu veux, ça me paraît aberrant de se dire que le produit qui est censé te protéger toi et ta famille, en fait, détruit l'environnement. Enfin, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Et puis Ça c'est n'a pas des de sens. trucs, qui maintenant on se sent concerné, il y a une Oui, responsabilité alors que je pense que c'était même pas le cas il y a encore 2 ans. certainement, il y a une prise de conscience qui augmente, c'est sûr. En revanche, les labels sont pas tous équivalents, c'est le moins qu'on puisse dire, et que c'est pas parce que c'est marqué responsable ou solidaire ou je sais pas quoi que, d'un point de vue carbone, ou d'un point de vue, impact, réellement, social ou solidaire, les comptes sont justes, quoi, hein. Donc, Ouais. ça vaut la peine, là aussi, d'aiguiser son esprit critique. Et c'est pour ça que tu vois, moi je trouve que, en fait, ça sert à rien de se dire, «Il faut que je devienne experte dans tel ou tel domaine financier pour commencer à apprendre à investir». Je pense que ce qui compte, c'est plus d'être au clair sur ce qui est important pour soi et ensuite tu vas poser des questions et tu creuses et si tu comprends pas un truc et ben, tu reposes la question jusqu'à ce que tu comprennes et sinon, bah, ça veut dire que c'est pas la bonne personne. OK. Écoute, je vois que l'heure tourne donc moi ce que je vais conseiller aux auditrices et aux auditeurs qui écoutent l'épisode, c'est donc d'aller dans le lien
dans ta bio ou sur ton site où il y a justement ce que tu disais, tu as un webinar où tu as Ouais, des il y a un conseils. webinaire. Ouais. Super. Et écoute, on va passer aux 4 petites questions de la fin où il faut essayer de répondre plutôt rapidement et voilà. Imen, qu'est-ce qui t'anime? L'enthousiasme, c'est la part de Dieu en soi, l'enthousiasme. Qu'est-ce qui te met en colère ou peut t'agacer? Beaucoup trop de choses pour qu'on fasse une réponse courte. Est-ce qu'il y a une femme que tu aimerais entendre au micro de Genre de Fille? J'aimerais bien entendre Marie-Monique Robin. Et Ouais. c'est une façon pour moi de placer le nom de son livre, qui Ouais. est important, c'est essentiel à lire. J'ai lu ça pendant que je couvais ma fièvre la semaine dernière, qui a écrit un livre extraordinaire qui s'appelle La fabrique des pandémies et qui est un livre qui parle de l'émergence des maladies infectieuses, justement en lien avec la déforestation et la perturbation de la biodiversité. Donc Marie-Monique Robin, et ce livre est extraordinaire, je le recommande vivement. Il est très accessible, enfin, genre, c'est pas un truc scientifique du tout. C'est une journaliste qui a fait un travail remarquable et donc je trouve que donner la parole à des personnes qui font ce travail de fourmi, de nous alerter sur l'allure malheureusement que prennent les choses, ouais, ce serait utile. J'en suis ressortie beaucoup, beaucoup, beaucoup moins bête et beaucoup, beaucoup, beaucoup plus inquiète. D'accord. Oui, c'est noté. Et la dernière Voilà. petite question, parce que tu vois, moi, j'ai une petite fille covidée à côté de moi Oh, choupette. qui a faim et je peux te dire que d'essayer de faire les deux, de faire l'interview et Ah bah d'essayer de voilà. lui dire j'arrive. La Ouais, petite question de la ouais, fin, quel genre de ouais. fille es-tu, Imen? Ah là là, elles sont dures tes questions. Bon, attends, celle-ci, tu pouvais t'y attendre, hein. Qui n'aime pas être mise dans des cases qu'elle n'a pas choisies elle-même. Ah, j'adore. Ouais, c'est une super définition. Merci beaucoup, Imen, Avec pour cet plaisir. échange. Et puis, j'encourage. Oui, c'est elle, Imen. Merci beaucoup, Imen, pour cet échange et longue vie à On Your Cash. Plein de bonnes choses. Merci à toi, Anne-Laure, pour l'invitation. Ouais. Au revoir, Imen. Au revoir. On Your Cash, je vais t'expliquer après. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, partagez-le autour de vous et sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas non plus à laisser un avis positif à propos de Genre de Fille sur vos applications de podcast. Pour ne rien manquer de Genre de Fille, suivez-moi à Anne-Laure Baratin sur Instagram. Si vous avez des compliments, des critiques ou des réflexions, n'hésitez pas. Merci à Marvin Marchand pour la musique du générique. Bonne semaine et à très vite. Salut!